Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Sophie Lemaître et avec le podcast Sophie au pays des possibles, je vous emmène à la rencontre de femmes et d'hommes aux parcours et horizons différents. Leur point commun ? Combattre la corruption et l'évasion fiscale pour un monde meilleur, plus juste et plus éthique. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de rêver d'un autre monde et parce qu'il est possible de changer les choses, rejoignez-moi au pays des possibles. Meilleurs vœux à toutes et à tous. Pour ce premier épisode de l'année 2024, je vous emmène à la rencontre de Guillaume Hézard, commissaire divisionnaire à la tête de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales. Dans cet épisode, vous en apprendrez plus sur le rôle de la police, la manière de mener des enquêtes pour détecter et combattre la corruption, ainsi que les obstacles rencontrés lors des enquêtes. Guillaume nous parle des différentes formes de corruption auxquelles son office fait face, comme la corruption dite de basse intensité, la corruption qui s'exerce à l'international et la corruption de nos élites. On discute aussi du profil et du type de personnalité suspectée de corruption. Guillaume nous rappelle qu'avec la corruption, c'est tout le fonctionnement social qui est altéré, et qu'il ne faut pas se résigner. Bonne écoute. Bonjour Guillaume Hézard, merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes commissaire divisionnaire. Depuis 2019, vous êtes à la tête de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales, ou OCLIF, et avant d'en devenir le chef, vous étiez à la Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale et à la Brigade nationale de lutte contre la corruption et la criminalité financière. Qu'est-ce qui vous a motivé à devenir policier et pourquoi vous êtes-vous spécialisé sur les questions de corruption et de délinquance économique et financière ? Bien, bonjour Sophie, merci de me permettre de revenir sur mon parcours. C'est un métier de vocation, être policier. J'y ai pensé petit, je pense que c'était en quatrième que la première fois que j'ai eu l'idée de devenir policier ou juge. C'était les deux métiers qui m'intéressaient et j'ai donc fait mes études en fonction de ces orientations professionnelles. J'ai donc fait du droit, j'ai obtenu une maîtrise, master 2 maintenant on appelle ça en droit, et je me suis ensuite lancé dans les concours, entré à l'école des commissaires de police, c'était en 2000, et en 2001 j'ai été reçu, donc j'ai pu intégrer cette école nationale supérieure de la police qui forme tous les commissaires de police. J'avais plutôt l'envie de faire un métier autour de l'enquête, de l'investigation, c'était ce qui me passionnait. Et je me suis donc tourné, après les 2 ans de scolarité, vers mon premier poste qui était celui d'un chef de service dans un commissariat pour traiter de la délinquance de proximité dans une grande ville de la région parisienne, Argenteuil. Et de fil en aiguille, de poste en poste, après avoir fait cette première expérience, je me suis tourné vers l'enquête spécialisée à la brigade de protection des mineurs de Paris. Au cours de mes fonctions dans cette brigade qui vise à protéger les jeunes des agresseurs sexuels. Il y a également tout un pan qui concerne la lutte contre l'exploitation de la minorité pour commettre des infractions, et notamment tout ce qui est autour du proxénétisme. Eh bien, j'ai découvert le monde de l'enquête financière, puisque on s'était adjoint à cette occasion pour une affaire de proxénétisme qui concernait les mineurs, un travail en co-saisine avec un groupe interministériel de recherche, et c'était le GIR de Paris à l'époque, et sa vocation c'est de aider à lutter contre les aspects financiers d'un trafic, donc généralement ce qui rapporte de l'argent, et de pouvoir travailler sur la saisie des avoirs criminels générés par ces trafics. Ça m'a passionné. Et je me suis dit que c'était ce qu'il fallait faire pour être efficace dans la lutte contre la criminalité organisée. Et donc, je me suis proposé pour devenir chef d'un GIR, c'est celui des Hauts-de-Seine, ce qui m'a permis de découvrir une autre facette de l'investigation. Et c'était évidemment de l'enquête judiciaire, l'enquête policière, identifier les auteurs, ramener les preuves. C'était aussi essayer de trouver dans l'arsenal administratif, pas uniquement judiciaire, c'est-à-dire autour des administrations financières comme les impôts, les douanes, des armes, des outils qui permettraient de faire plus et d'être plus efficace dans la lutte contre les trafic de stupéfiants et tout ce qui était en lien autour de l'économie souterraine. Ça m'a donné un aperçu de ce qu'était l'administration fiscale, de ce qu'on pouvait faire. Et lorsqu'il a été question de créer en 2010 un premier service de police fiscale, eh bien, je me suis proposé, c'est ce que vous avez rappelé, la Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale, la BNRDF. J'en étais son chef de 2010 à 2015.
Ça a été pour moi, voilà, un parcours qui était plutôt un parcours d'opportunité, qui n'était pas un parcours que j'avais prévu de faire lorsque j'ai eu envie de devenir policier. Eh bien, je me suis retrouvé à me spécialiser dans la grande délinquance économique et financière, puisqu'après, de poste en poste, on en parlera peut-être, dans la même période a été créé l'OCLIF, l'office que vous avez cité, que je dirige désormais, à l'occasion d'un scandale retentissant qui est l'affaire de Cahuzac, et à la fois un scandale plutôt fiscal, mais qui est aussi un scandale quelque part de corruption de nos élites. Eh bien, j'ai eu l'opportunité de prendre des responsabilités grandissantes, d'abord en tant que chef d'une brigade dédiée vraiment à la corruption et à la criminalité financière, et puis depuis 2019 comme chef de cet office central. Merci beaucoup et justement, est-ce que vous pourriez nous parler du rôle et des missions de l'OCLIF? Alors l'OCLIF, l'OCLCI2F, c'est un office central de police judiciaire. C'est-à-dire que c'est un service à compétence nationale, traite des affaires sur le territoire métropolitain, mais aussi dans les outre-mer, si nécessaire, et qui est principalement dédié vers un métier qui est celui de l'investigation, évidemment. Donc c'est un service de police judiciaire, on fait des enquêtes. C'est ce qui nous occupe le plus, 90% du temps des agents de l'OCLIF. Mais on a aussi d'autres missions qui sont la coopération internationale, les liens avec les partenaires étrangers, que ce soit pour les enquêtes, avec un accès opérationnel, ou que ce soit pour du stratégique, de la discussion autour des évolutions à l'occasion de conférences, à l'occasion de partenariats, de réseaux qui peuvent exister au niveau international, européen ou plus large. Donc c'est une composante importante de notre travail et l'ouverture à l'international. On a aussi deux autres rôles, un rôle en termes de formation à destination des enquêteurs financiers, des enquêteurs qui travaillent dans la filière, que ce soit au niveau central ou au niveau territorial, de toute la police, et un rôle en matière de renseignement et d'analyse de notre criminalité. Donc c'est du renseignement criminel, c'est comprendre les enjeux, traiter les données qui nous remontent des services qui travaillent sur cette matière-là, essayer de bâtir un état de la menace en matière de corruption, mais aussi de criminalité financière, éventuellement de grande fraude fiscale, parce que ce sont les trois thématiques de l'Office, et de pouvoir proposer déjà de mieux comprendre pour mieux réagir, que ce soit sur un aspect opérationnel par des enquêtes ou que ce soit par des évolutions législatives, réglementaires qu'on peut proposer aux autorités. Tout à l'heure, je mentionnais le fait que vous aviez travaillé au sein de la brigade sur la délinquance fiscale et celle sur la criminalité financière. Il existe aussi l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière. Quand on ne connaît pas en fait le fonctionnement de la police, et même si je travaille sur ces questions de corruption, en fait, on voit qu'il y a toutes ces différentes unités, plus l'Office central de lutte contre la corruption, les infractions financières et fiscales, comment ces différentes unités, organisations travaillent ensemble, qui fait quoi en fait? On a l'impression que le champ de compétences peut être assez similaire, mais comment vous collaborez ou comment vous répartissez un peu le travail sur ces questions de délinquance économique et financière? Effectivement, en matière de délinquance, de criminalité financière, il est important de rappeler que l'OCLIF n'est pas le seul service qui existe. L'OCLIF, c'est le service qui va travailler sur la criminalité en col blanc, je dirais des élites délinquantes. L'OCRGDF, l'autre office, qui est dédié lui plutôt à la lutte contre le blanchiment, lorsqu'il s'agit de trafic de stupéfiants, de criminalité organisée, ou lorsqu'on ne sait pas exactement de quelle forme de blanchiment il s'agit, ou alors les grandes escroqueries internationales, les escroqueries en bande organisée, et également le financement du terrorisme. C'est ces trois grandes thématiques qui sont celles traitées par nos collègues de l'OCRGDF, qui est un autre office central, et proche physiquement, puisqu'on est dans les mêmes locaux, à Nanterre, et on est évidemment proche, je dirais, de manière opérationnelle et dans le travail quotidien, puisque nous sommes réunis dans une même sous-direction, qui est la sous-direction de la lutte contre la criminalité financière, et qui est aux côtés des autres services centraux de police judiciaire, les spécialistes et le chef de file sur la matière de la criminalité financière. Il en existe d'autres, des sous-directions qui sont spécialisées dans d'autres thématiques criminelles, comme la sous-direction de lutte contre la criminalité organisée, la sous-direction de lutte contre la cybercriminalité ou la sous-direction antiterroriste. Et vous parliez du fait que vous travaillez sur la grande délinquance économique et financière. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous entendez par la grande délinquance? Alors les offices centraux sont là pour traiter normalement les phénomènes les plus complexes. Nous sommes sur des affaires d'une envergure
significative, que ce soit par l'ampleur des préjudices ou par ce soit la complexité des procédés qui sont employés pour commettre les infractions. Les deux autres critères qui jouent de cette complexité et qui caractérisent notre compétence, ce sont les liens qui peuvent exister dans la commission des infractions avec l'international ou le fait que les infractions se commettent sur tout le territoire français, puisqu'il va être nécessaire de coordonner les investigations au niveau national et de les mener dans différents points du territoire. C'est en général ces trois critères qui vont caractériser la complexité. Pour l'OCLIF, on peut rajouter un autre critère qui lui est un peu propre, c'est la sensibilité. Puisqu'en général, on va travailler sur, comme je le disais, les élites délinquantes. On va donc être amené à s'intéresser à des membres du corps politique, qu'ils soient des membres du gouvernement actuel ou passé, que ce soit des membres du Parlement ou des hommes politiques avec une envergure nationale, donc des élus européens éventuellement. Vous le disiez, ce sont des infractions complexes. Comment au quotidien vous menez ces enquêtes qui sont complexes? Comment vous arrivez à collecter ces preuves de corruption ou d'autres faits de délinquance économique et financière? Une caractéristique qui est commune aux trois thématiques auxquelles nous faisons face, donc grande fraude fiscale, criminalité financière, qui en fait est plutôt le détournement de fonds par des gens qui ont des pouvoirs dans des entités, que ce soit des entreprises ou que ce soit des administrations publiques. Et puis donc tout l'axe de la corruption, qu'on appelle également les atteintes à la probité. Ça regroupe plusieurs infractions qui sont par exemple le trafic d'influence, le favoritisme, la prise illégale d'intérêt. Alors, la caractéristique commune de toutes ces infractions, c'est leur caractère souvent dissimulé ou occulte. Ce qui fait que une première difficulté pour nous, c'est de savoir que les faits ont été commis et de pouvoir commencer les investigations, donc détecter. Et on est dépendant pour cela, en tout cas on s'appuie plutôt sur d'autres institutions qui sont les cellules de renseignement financier, Tracfin, l'administration fiscale, d'autres administrations financières, les cours des comptes, les chambres régionales des comptes, des corps d'inspection dans différents ministères, les renseignements qu'on peut obtenir à l'occasion de nos propres investigations sur d'autres affaires, les renseignements qu'on peut obtenir aussi de manière anonyme par des personnes qui ont des choses à nous dire ou par des gens qui veulent révéler des faits avec l'envie d'être des lanceurs d'alerte parfois ou des gens qui veulent collaborer avec les autorités pour dénoncer des faits qui leur paraissent injustes et insupportables. Donc on a déjà cette première nécessité, c'est de savoir que les faits sont commis avant de pouvoir commencer à enquêter. Une fois qu'on a été alerté d'une manière, comme je l'ai indiqué, on va déployer des moyens qui sont ceux des investigations de haut niveau en police judiciaire. Le jargon, enfin, ça veut dire qu'on est capable d'utiliser des techniques spéciales d'enquête, qui sont normalement des choses qui sont réservées à la criminalité organisée. C'est pas étonnant de mon point de vue, puisqu'en fait, la délinquance à laquelle on fait face est une criminalité qui se commet toujours de manière organisée, avec des multitudes, en tout cas de manière très, très fréquente, une multitude d'auteurs qui se répartissent chacun les rôles, bien qu'il s'agisse de commettre des infractions financières ou des infractions économiques. Il est quasiment impossible de commettre une grande fraude fiscale, cacher à l'étranger des millions d'euros sans avoir des relais en amont et en aval pour commettre ces infractions. Et de même, dans les grands circuits de corruption à l'international sur lesquels nous travaillons, il y a une multitude d'acteurs qui rentrent en jeu pour dissimuler le versement des pots de vin ou pour maquiller l'utilisation de ces pots de vin ensuite par les corrompus à l'occasion d'investissements dans des biens immobiliers ou dans des biens de grande valeur. Est-ce qu'il y a certaines techniques que vous pourriez partager ou c'est secret? On ne peut pas trop dire concrètement. Enfin, si vous aviez un exemple pour que ce soit peut-être un peu plus parlant sur la manière dont vous menez les enquêtes, sans trahir bien évidemment la confidentialité. Alors évidemment, je peux pas tout vous dire, mais je peux vous dire que les techniques spéciales d'enquête que j'évoquais, on a des actes qu'on peut voir dans les séries télé. C'est des choses comme les filatures qui arrivent aussi dans notre matière, mais c'est aussi beaucoup d'interceptions technologiques, que ce soit des écoutes sur le téléphone, sur les ordinateurs, sur les messageries, y compris les messageries cryptées. C'est aussi la possibilité d'utiliser des agents infiltrés. C'est extrêmement chronophage comme méthode, donc on le réserve aux cas les plus pertinents et les plus complexes. Et puis d'autres techniques que je garderai pour nous, mais voilà, on a vraiment ici un service qui est composé d'enquêteurs. Alors il est composé principalement de policiers, mais on a aussi des agents des services fiscaux avec nous qui travaillent comme des enquêteurs de police, avec les mêmes prérogatives. Ils peuvent faire des actes
de perquisition, d'interrogatoire, que ce soit de placement en garde à vue avec des arrestations, ou d'audition de témoins. Tout ce que peut faire un policier, ces agents fiscaux qui travaillent avec nous, qu'on appelle les officiers fiscaux judiciaires, le font également. Et on peut se faire aider aussi par des spécialistes. Ça peut être des contractuels qui travaillent avec nous sur des spécialités vraiment de pointe, les marchés publics, la comptabilité analytique, sur des points particuliers sur lesquels on a besoin d'expertise. Mais ça peut aussi être des gens qui viennent à titre de la réserve, des réservistes, des citoyens qui décident de s'engager comme experts, puisqu'ils ont des domaines de compétences dans lesquels ils sont très bons, qui décident de s'engager aux côtés de la police dans le cadre de cette réserve opérationnelle, ce qui nous permet de bénéficier de leur talent, alors sur des durées beaucoup plus courtes, puisque ce sont des vacations. On a par exemple un commissaire aux comptes qui travaille avec nous et qui nous donne 2 jours de son temps chaque mois, ce qui est déjà très précieux pour pouvoir travailler sur des affaires où des enjeux comptables sont très lourds à décortiquer, même pour des enquêteurs spécialisés comme ceux de mon office. C'est une matière complexe et donc mutualiser les expertises, vous ne pouvez pas tout connaître et donc c'est intéressant de voir que vous travaillez avec d'autres personnes. Je serais assez intéressée de savoir quelles sont les formes de corruption que vous constatez, que ce soit au niveau national, sur le territoire français, mais aussi au niveau international. Est-ce qu'il y a une forme de corruption ou une forme de délinquance économique et financière qui revient le plus souvent, ou est-ce qu'il y a une pratique qui est plus commune que les autres? Dans la pratique de l'OCLIF, ce qui va revenir le plus souvent, c'est la corruption internationale et c'est la corruption des élites, qu'on pourrait aussi appeler la corruption en écharpe. Mais du fait de notre rôle d'office central, on a aussi une vision sur les phénomènes de corruption qui peuvent se dérouler dans les territoires. On a, je dirais, une vigilance particulière sur un phénomène qui est celui d'une corruption de proximité qu'on a labellisé corruption de basse intensité. Alors pourquoi ce terme? Parce que cette corruption de proximité se commet de manière répétée, à bas bruit, avec des pots de vin qui sont pas forcément très élevés en montant, mais qui se reproduisent de manière régulière et qui généralement sont donnés à des fonctionnaires ou à des agents publics qui sont plutôt en première ligne avec les usagers, c'est-à-dire on peut appeler ça aussi une corruption de guichet. Ils sont en possibilité de donner des services, d'agir sur un processus administratif, d'avoir accès à de l'information, et c'est ça qui est monnayé à l'occasion de cette corruption de basse intensité. Je ne voulais pas utiliser le terme anglo-saxon, qui est celui de la petty corruption, parce que ça donne un peu l'impression que c'est une corruption qui n'est pas grave, qui est une petite corruption, alors que c'est une corruption qui peut être extrêmement dangereuse pour le lien social, pour le vivre ensemble, puisqu'elle va saper la confiance des citoyens dans les services publics et dans le fait que les choses fonctionnent de manière à peu près normale. Par rapport à d'autres pays, la France se positionne bien sur ce phénomène-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas un système qui est gangréné et qui empêche les institutions de fonctionner normalement et où tout se règle uniquement par un versement de pot de vin, ce qu'on appelle aussi le bakshish dans le langage populaire. Mais on doit avoir une vigilance forte vis-à-vis de ce phénomène parce qu'on voit régulièrement des vulnérabilités qui se font jour sur tout un pan de notre administration, que ce soit les institutions régaliennes, la police, la gendarmerie, la justice, mais aussi les institutions comme les impôts ou tout ce qui est en lien avec les collectivités territoriales. On a une vigilance d'autant plus grande sur ces vulnérabilités qu'on sait que la criminalité organisée, alors au sens vraiment du crime organisé, cette fois ceux qui sont par exemple à l'origine des grands trafics de stupéfiants ou des trafics d'êtres humains, eh bien, sont très friands de ces vulnérabilités, d'identifier les maillons faibles dans les administrations pour pouvoir les retourner à leur profit. Ce qu'ils recherchent en priorité, c'est l'information, les fichiers publics, mais aussi pour la circulation des biens, notamment des produits stupéfiants ou des personnes à l'occasion des trafics de migrants, par exemple. Donc cette corruption de basse intensité me paraît importante de bien pouvoir détecter et de pouvoir remonter les signaux qui peuvent parfois être des signaux faibles. On peut être parfois confronté à des situations où on se demande si l'agent est un agent qui fait mal son travail, par exemple. Mais en fait, il faut avoir conscience que ça peut être un signal que cet agent, il fait mal son travail ou il le fait de manière étrange parce qu'il a des motivations qui sont celles des pots de vin qu'il reçoit.
Sur les autres typologies de corruption, la corruption, que je disais, plutôt de haute intensité, celle qui s'exerce à l'international, on est sur des finalités qui sont évidemment assez différentes, puisque là, il s'agit de corrompre à l'étranger des décideurs publics qui peuvent être de haut niveau ou parfois de niveau intermédiaire, mais de manière à faciliter la pénétration du marché par des grandes entreprises qui sont généralement des entreprises soit avec leur siège en France, soit qui ont des filiales qui sont installées sur le territoire. Donc là, on est sur des logiques différentes. On a moins de pots de vin qui sont versés en espèces, peut encore arriver, mais souvent les pots de vin sont versés au travers de circuits financiers complexes qui passent par plusieurs paradis bancaires et paradis fiscaux, de manière à brouiller les traces, et qui sont versés via des intermédiaires, qui sont généralement des sociétés ou des hommes d'affaires qui sont proches des autorités publiques en place dans ces pays. Le but étant évidemment que l'argent arrive in fine à ceux qui peuvent décider localement de l'attribution du marché. Et on est sur des montants qui sont très importants, qui sont généralement corrélés au chiffre d'affaires du marché en question. Donc, on donne en général une proportion qui est entre 8 et 12% du marché qui sont versés à cette occasion-là. Et on parle de marchés qui sont plusieurs milliards, donc ça peut être des sommes qui sont très très importantes. Pour ce qui est de la corruption de nos élites, la corruption à destination du personnel politique, mais aussi la haute fonction publique, les enjeux sont un peu différents. Notre compréhension des phénomènes à l'œuvre, c'est plutôt des liens qui peuvent s'établir au cours d'une longue période, leur carrière, entre des intérêts privés et des intérêts publics. Et c'est la question généralement du conflit d'intérêts qui se pose à cette occasion-là. Et la question sous-jacente de la gestion de ces conflits d'intérêts et de leur prévention. Nous, on intervient quand il n'y a pas eu de gestion de ce conflit, en fait, et que on est dans une infraction qui est celle soit de la corruption, soit plus souvent de la prise illégale d'intérêts, qui est le mélange des genres entre les décisions qu'on prend dans la gestion publique et les intérêts privés, même indirects, qu'on peut avoir dans une affaire, puisque ça concerne des choses simples, comme le maire qui choisit comme entreprise pour faire des travaux sur la commune son entreprise directement, ou alors des choses plus indirectes où le même édile va choisir de favoriser un de ses amis ou la société dans laquelle sa femme a été embauchée, par exemple. Des choses qui relèvent effectivement d'une mauvaise interprétation, d'une mauvaise compréhension des enjeux en matière de conflit d'intérêts, en matière de gestion de ces intérêts privés. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit autour de la corruption de basse intensité. Au mois de novembre et décembre 2023, on a eu des reportages à la télé, mais aussi dans les médias, sur une sorte d'augmentation de cette corruption de basse intensité. Enfin, en tout cas, on a l'impression que la corruption augmente au niveau de ce que vous décriviez. Par exemple, il y avait des alertes sur des pratiques de corruption dans les ports qui pourraient éventuellement faciliter le trafic de stupéfiants, c'est ce que vous mentionniez. Par rapport à votre expérience, dans quelle mesure la corruption s'aggrave-t-elle en France? Est-ce que c'est simplement cité dans l'actualité, mais il n'y a pas vraiment d'augmentation, ou en fait, en France, depuis quelques années, cette corruption de basse intensité augmente? Quelle est votre perspective par rapport à ça? Qu'est-ce que vous constatez, vous, dans votre quotidien, votre travail? Alors, moi, je constate surtout une nette amélioration sur la prise en compte et la prise de conscience de ce phénomène. Après, on a des indicateurs, on en a probablement pas suffisamment, mais on en a tout de même. C'est par exemple une étude qui a été faite sur les infractions qui ont été révélées entre 2017 et 2022 par les services de police ou de gendarmerie, donc c'est ce qui a pu être vu, ce qui a pu être traité. Et il y a effectivement, en matière d'atteinte à la probité, c'est un peu plus large que la corruption stricte de basse intensité, mais c'est intéressant tout de même, il y a une augmentation pour les atteintes à la probité entre 2017 et 2020, avec une petite décrue en 2022 en termes de commission d'infraction. On est sur 800 à 1000 faits qui sont commis chaque année et qui sont traités par les services de police ou de gendarmerie. Il y a un chiffre noir, évidemment, où tout ce qui n'a pas été vu et traité, qui est beaucoup plus important. Donc, on a déjà ce petit indicateur-là. On voit qu'il y a une progression. Après, on est réduit à interpréter un petit peu par rapport à des données éparses qui ne sont pas celles de l'activité policière ou judiciaire. Et il y a une donnée qui doit rentrer un petit peu en ligne de compte, c'est le phénomène de l'inflation, à mon sens, qui nous a beaucoup frappé en 2023. Et la tentation qui peut en découler pour des agents publics avec des traitements assez faibles, de compléter leurs revenus, de garder un train de vie grâce à cette corruption de basse intensité. Ce phénomène nous amène à garder un œil vigilant sur ces questions-là,
Et d'autant qu'on sait, comme je le disais, que dans certaines thématiques comme les trafics de stupéfiants, les trafiquants peuvent redoubler de propositions en usant à la fois de la persuasion et de la promesse d'argent facile, mais aussi en allant un peu au-delà et en faisant des menaces de violence ou en passant parfois à l'acte de manière violente, pour montrer la puissance qu'ils peuvent exercer. Les deux armes de la criminalité organisée, c'est la violence d'un côté et la corruption de l'autre. Vous parliez du fait que, avec la corruption, la confiance des citoyens dans la probité des élus va être rompue. On avait un sondage qui a été commandé par Transparency International France au mois de décembre 2023 qui montrait que 9 Français sur 10 estiment que les personnes exerçant des responsabilités sont corrompues pour une grande partie d'entre elles. Par rapport à votre métier, quel rôle la police peut-elle jouer ou votre office peut-il jouer pour établir ce lien de confiance? À mon sens, on doit travailler sur le sentiment d'impunité, c'est le plus important. C'est de faire en sorte, des agents qui soient spécialisés dans cette matière-là, qui puissent travailler sur les affaires de corruption qui impliquent les élus. Et qu'on ne soit pas avec le sentiment pour le citoyen que ces pratiques sont vouées à perdurer de manière interminable parce que il n'y aura jamais de suite à la révélation et au travail d'enquête qui pourrait en découler. Donc le plus important, c'est plus important que d'avoir des peines, je dirais exemplaires, même si c'est évidemment souhaitable de mon point de vue, mais c'est de faire en sorte que les comportements, lorsqu'ils sont mis à jour, tous les comportements en cas de corruption ne le sont pas systématiquement, puisque c'est dissimulé, mais quand ils sont mis à jour, de faire en sorte qu'il puisse y avoir des investigations qui vont au fond des choses et qui permettent de savoir si c'est bien le cas, parce qu'on peut travailler évidemment pour matérialiser le fait que l'infraction a eu lieu, mais il y a aussi des situations dans lesquelles sont révélées ou sont suspectées des infractions qui finalement n'ont pas lieu. Donc on va travailler aussi à des charges et à rétablir une vérité qui doit permettre d'avoir une meilleure confiance dans la façon dont les institutions fonctionnent. Super. Je voudrais revenir sur le profil des auteurs de ces infractions de corruption avant qu'on parle par la suite des progrès qu'il y a pu avoir dans la lutte contre la corruption. Quels sont les profils que vous rencontrez et quelles sont leurs attitudes lorsque vous les auditionnez pour des faits d'atteinte à la probité, de corruption internationale, etc. J'imagine qu'en face de vous, vous pouvez avoir des PDG d'entreprise, des fonctionnaires, des élus, un député, un sénateur, un maire, un ministre. Quels sont les profils des auteurs que vous rencontrez et comment réagissent-ils lorsque vous les mettez face aux preuves que vous avez pu collecter et aux pratiques de corruption? On a des gens qui sont bien éduqués, intelligents, socialement très insérés, avec des réseaux importants, et qui sont, la plupart du temps, dans une sorte de déni par rapport à la commission d'une quelconque infraction, et qui sont généralement très désireux de nous convaincre que la lecture des faits qu'on leur soumet ne les concerne pas, ou en tout cas ne constitue pas une infraction pénale. Généralement, dans notre pratique, l'audition du principal mis en cause va être un des derniers actes de l'enquête, puisque l'enquête, elle a consisté à rassembler par différentes techniques des éléments de preuve qui vont documenter de manière objective la commission des faits et le périmètre de ces faits. Donc, l'audition de ces personnes, finalement, c'est une forme, je dirais, un petit peu de mise en état du dossier, préalable à une décision judiciaire qui interviendra ensuite, qui sera éventuellement un renvoi devant un tribunal ou une proposition de peine négociée ou un classement sans suite. Mais donc, on donne la possibilité à ces personnes de nous donner leur version de ce que l'on a récupéré, de ce qu'on a rassemblé lors de nos enquêtes. Finalement, parfois, les réponses peuvent sembler à un lecteur, j'imagine, assez décalées, puisqu'on peut avoir, par rapport à des mêmes faits, des versions qui sont diamétralement opposées et avec beaucoup d'énergie de la part des personnes qu'on entend. Mais encore une fois, essayer de nous convaincre que, certes, ils ont bien commis les faits, mais ils n'ont pas commis une infraction. Voilà ce qu'on peut, à mon sens, relever dans les personnes auxquelles nous avons affaire de manière assez habituelle. On sait que ce sont des gens qui ont, je vous le disais, du réseau, donc ils ont un pouvoir qui est soit économique, financier ou un pouvoir politique. C'est aussi notre spécialité et notre responsabilité au sein de l'office de savoir qu'on a affaire à cette catégorie de la population. Mes agents, mes enquêteurs sont formés à faire face à cette situation et à ne pas se laisser déstabiliser par des gens qui tout simplement parfois passent à la télé et sont des gens qui ont un aura qui est considérable.
C'est aussi l'intérêt d'avoir un service spécialisé qui peut faire face à ce type de situation. Parce que c'est vrai que pour travailler dans d'autres formes de criminalité, le public auquel on a affaire diffère quand même sensiblement d'une autre population délinquante ou criminelle. Est-ce qu'à un moment donné, ils prennent conscience de la gravité des faits? C'est-à-dire, parfois les citoyens peuvent avoir le sentiment que leurs élus ne comprennent pas la gravité de la corruption. On peut avoir parfois le sentiment que c'est pas grand-chose, il n'y a pas eu mort d'homme, entre guillemets, si je peux parler comme ça, par rapport peut-être à une personne qu'on a agressée physiquement ou qu'on a cambriolée. Il y a peut-être un peu cet imaginaire que la corruption n'atteint personne. Au fil des auditions, est-ce qu'il peut y avoir une prise de conscience de la gravité des faits, de l'impact négatif que la corruption a sur la société, sur l'état de droit, la démocratie, ou en fait on n'a pas du tout cette conscience-là, du sérieux des faits et on reste sur «ah bah c'était pas grand-chose». Je caricature un peu, hein. Je dirais que c'est pas ce qu'on constate dans notre action, parce que notre rôle n'est pas tellement de les faire adhérer à une vision qui serait peut-être un peu morale des effets néfastes de la corruption, mais de les confronter à des faits. Soit ils reconnaissent les faits, soit ils les nient, et souvent ils les nient, ou alors, encore une fois, ils peuvent être amenés à les relativiser, en indiquant que leur responsabilité était diluée, elle n'était que partielle, et que, au final, quand on gagne un marché à l'étranger, on gagne de l'argent pour la France, et que tout ça, c'est très bien, finalement. Nous, on se met pas sur un terrain qui est celui qui serait plutôt un terrain moral. Après, on a une conscience, évidemment, en tant que citoyen et en tant qu'enquêteur, que la corruption a des effets qui sont extrêmement néfastes, extrêmement dangereux, mais qui ont le défaut d'être, je dirais, un peu invisibles d'un premier abord. On n'en voit pas des conséquences directes. Mais lorsque la corruption est installée, que ce soit de la corruption de basse intensité ou la corruption des élites, évidemment, tout le fonctionnement social est altéré et rien ne fonctionne comme il le devrait. Donc, le quotidien des gens en est très, très impacté, que ce soit parce que les dépenses publiques, évidemment, sont décorrélées de la situation réelle et qu'on paye beaucoup plus d'impôts qu'on ne le devrait, que ce soit parce que les possibilités d'évoluer dans la société ont été altérées également. On peut pas avoir un poste parce que ces postes sont réservés à ceux qui sont proches des élus, à ceux qui sont ses familiers. De manière plus large, lorsqu'on observe la corruption à l'international, évidemment, cette corruption des grands dirigeants étrangers, elle empêche le développement économique du pays, clairement. Même s'il y a quelques retombées positives pour certains, finalement, ils accaparent la richesse au détriment des autres, et ça induit ensuite des crises de désespérance qui alimentent les crises migratoires, par exemple, auxquelles nous sommes collectivement amenés à faire face. Merci, et je me demandais aussi si vous avez subi des pressions. Vous êtes face à des personnes, vous l'avez dit, qui peuvent bénéficier d'une certaine aura, qui ont des réseaux économiques, politiques, juridiques, financiers. Vous pouvez aussi faire face à la criminalité organisée. Est-ce que vous-même, votre office ou les personnes avec lesquelles vous avez travaillé ont déjà subi des pressions par rapport aux enquêtes que vous avez pu mener? Alors, on a, et ça peut paraître peut-être un peu étrange pour les auditeurs ou les citoyens, mais on n'a jamais de pression directe nous disant de faire ou de ne pas faire des actes dans une investigation. Donc ça, c'est quand même un point positif important. Après, on sait, on fait face à des affaires extrêmement sensibles qui en elles-mêmes induisent une forme de pression en termes de responsabilité. En termes d'enjeux, on va s'intéresser à des hommes politiques ou des femmes politiques qui ont une envergure nationale et qui ont un destin peut-être, et qu'on va donc influer quelque part sur le fonctionnement des institutions et les échéances électorales qui peuvent ensuite advenir. Ce qu'on peut parfois avoir tout de même, c'est une forme de menace. Alors des menaces directes, des menaces de mort, des menaces de représailles peuvent connaître certains autres pays ou certains autres enquêteurs anticorruption à l'étranger. On n'en a heureusement pas en France à l'heure actuelle, en tout cas dans mon service. Mais par contre, on a des allusions voilées, un rappel de la puissance qui peuvent être celles des gens auxquels on fait face lors des enquêtes. Petite anecdote, on connaît bien les gens qui, à l'occasion d'un interrogatoire, on les a fait venir dans nos locaux à Nanterre, on les a convoqués, nous rappellent que leur agenda est très contraint et que ça va être compliqué de venir à telle date parce qu'ils ont justement rendez-vous avec notre ministre à Beauvau. Ah, ça peut être un autre ministre, mais évidemment, ils choisissent ce ministre-là puisque c'est notre ministre de rattachement. On sait que c'est pas forcément vrai, mais parfois on sait que ça peut être crédible. Donc évidemment, ça rappelle quand même la puissance et les liens qui peuvent exister, et ça constitue évidemment une pression indirecte et insidieuse qui va quand même un peu peser sur les épaules des enquêteurs. Mais
Encore une fois, on connaît un peu la ficelle et ça ne nous déstabilise pas vraiment, hein. Heureusement et tant mieux, vous le rappeliez justement que dans d'autres pays, ce n'est malheureusement pas le cas. On peut parler de l'Afrique, mais aussi des pays d'Amérique du Sud, où on va avoir des enquêteurs anticorruption qui vont se faire arrêter, qui vont être mis en prison pour avoir mené des enquêtes sur des faits de corruption touchant l'élite du pays. Donc c'est important de rappeler qu'en France, heureusement en France, vous ne faites pas face à ça. Une question un peu corollaire, vous avez parlé du fait que ces infractions étaient dissimulées, occultes. Je serais assez intéressée de connaître les difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans vos enquêtes au quotidien. Alors vous avez commencé un peu à en parler, le fait que c'est dissimulé, il faut pouvoir avoir l'information, mais quelles sont les autres difficultés auxquelles vous pouvez être confrontés? La problématique de la preuve et notamment de l'importance des données à examiner pour pouvoir récupérer cette preuve revient régulièrement. On est amené à appréhender des données qui peuvent être des données numériques, hein, qui sont très volumineuses. Et pour pouvoir trouver dans cette immense meule de foin numérique, hein, de plusieurs téraoctets, les informations pertinentes qui vont permettre de comprendre comment les faits ont été commis et par qui. Et souvent, on n'a jamais une preuve absolue qui démontrerait la commission de l'infraction de corruption, c'est-à-dire un contrat de corruption, où les deux parties se sont engagées réciproquement à faire telle et telle chose en échange de telle et telle somme. Ça, c'est quasiment impossible à démontrer, à récupérer, ça n'existe pas. On est souvent sur plutôt la démonstration par un faisceau d'indices. Donc, c'est une accumulation de choses, d'éléments qui, en fait, additionnés les unes aux autres, donnent et permettent à des magistrats, à la fin, d'avoir une intime conviction sur le fait que cet enchaînement de faits n'a pas d'autre explication que la commission de l'infraction de corruption. Donc, c'est un ensemble de documents à examiner, c'est un ensemble de témoignages à croiser, ce sont des données à obtenir parfois aussi de l'étranger, sur des flux bancaires, sur des sociétés constituées offshore, une fois dans des paradis fiscaux, dans des paradis bancaires. Il va falloir examiner tout cela et le remettre dans une chronologie également par rapport à la survenance d'autres événements. Pas évoquer la corruption sportive, mais par exemple les attributions de grands événements comme les mondiaux d'athlétisme, les mondiaux de football ou les Jeux olympiques, eh bien, peuvent donner lieu à des versements de pots de vin et l'enchaînement chronologique dans les attributions de ces événements et dans la perception ou dans les circulations de valeurs et va être un élément intéressant pour la démonstration de nos enquêtes. Très bien, et à votre avis, quelles mesures il faudrait ou on devrait mettre en place pour lutter efficacement contre la corruption et de manière plus large la délinquance économique et financière? Je pense qu'on a développé, depuis à peu près 2013, un excellent arsenal en France législatif pour lutter contre la corruption. On a un ensemble de dispositions qui sont très performantes, à la fois des textes répressifs, des possibilités d'enquête avec possibilité d'utiliser des techniques spéciales d'enquête, des possibilités de conclure des CJIP, les conventions judiciaires d'intérêt public, qui nous permettent d'avoir des amendes qui sont très importantes puisque corrélées au chiffre d'affaires pour les personnes morales, hein. C'est ce qui s'est passé dans l'affaire Airbus sur laquelle on a été amené à travailler avec une CJIP qui a été conclue entre la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, où au final Airbus paye une amende de 3 milliards, ce qui n'aurait jamais été possible sans cet arsenal qui a été mis en place en 2016. Au final, on a quelque chose qui est assez performant sur le plan de vue des textes. Ce qu'il faut, c'est pouvoir continuer à les faire vivre, ces textes, de manière effective. Donc, il faut des procureurs, parquet national financier avec lesquels on travaille quotidiennement. Il faut des magistrats instructeurs dans les cas les plus compliqués. Il faut des juridictions de jugement, puis il faut des enquêteurs, à la fois au central, mais aussi dans les territoires, de manière à ce que, au niveau local, faire face à des corruptions de proximité, on puisse aussi répondre à tous les enjeux et ne pas laisser s'installer une culture de l'impunité qui serait très très grave à court terme pour le vivre ensemble et pour nos institutions. Au tout début, lorsque vous avez présenté votre parcours, votre vocation de policier, comment vous en étiez amené à travailler sur cette délinquance économique et financière, vous avez dit que les enquêtes financières, vous avez trouvé que c'était un moyen efficace de lutter contre la délinquance économique et financière, notamment à travers les saisies pénales, comptes bancaires, maisons, voitures, etc. Dans quelle mesure, véritablement, ces saisies, le fait de frapper au portefeuille, permet-il de changer les comportements et permet-il de lutter contre la délinquance économique et financière? Alors moi, c'est une de mes grandes convictions, c'est qu'il faut, à l'occasion de toutes nos investigations, nous intéresser à la circulation de l'argent et à la constitution des patrimoines.
et surtout des patrimoines constitués illicitement ou illégalement, de manière à pouvoir appréhender, saisir durant l'enquête ces avoirs criminels et de permettre, in fine, que des peines de confiscation soient prononcées par les magistrats. L'OCLIV, depuis sa création, il y a 10 ans maintenant, à l'occasion de nos enquêtes, on a saisi plus d'1 milliard d'euros. C'est un indicateur fort de notre action, plus fort que les peines d'incarcération, les écrous lors de l'enquête, les détentions provisoires, parce que ça permet une réponse qui soit à la hauteur des enjeux financiers, qui sont importants dans cette criminalité, de rétablir par les confiscations qui sont prononcées justice et de récupérer l'argent qui a été volé, que ce soit de la fraude fiscale ou que ce soit des détournements de fonds publics. Et puis, c'est une des peines qui est plus durement ressentie par les gens auxquels on a affaire. Parce qu'en fait, ils ont agi de cette manière-là, par esprit, généralement, d'avidité, de gain, en fait. Et donc, si on les prive de la richesse qu'ils ont acquis illégalement, eh bien, finalement, on est, à mon sens, au niveau, en tout cas, de ce qui est nécessaire et de ce qui est pertinent pour répondre à la commission de ces infractions. Il faut espérer, oui, effectivement, que ça vienne bien marquer un coup. Je ne sais pas si on a encore suffisamment de recul ou s'il y a eu des études. Ce serait d'ailleurs intéressant qu'il y ait des recherches qui soient menées pour voir en fait cette évolution depuis qu'on utilise maintenant de manière plus systématique la saisie, puis par la suite des confiscations qui sont prononcées, voir en fait quel impact ces mesures ont sur les personnes qui ont vécu ces saisies et confiscations, et est-ce que la peine est efficace et plus efficace qu'une peine de prison. Merci beaucoup, j'ai déjà pris pas mal de votre temps et je voudrais terminer avec les 2 questions que je pose toujours à mes invités. La première, c'est: que peut-on faire en tant que citoyen pour lutter contre la corruption? Je pense très simplement ne pas se résigner et dénoncer les faits dont on pourrait être témoin ou victime et ne pas se taire en disant que de toute façon, parler ne servira à rien. On a besoin de l'information pour pouvoir commencer les enquêtes. Il y a plein de faits de corruption qui sont commis certainement chaque jour et qui ne trouvent pas de débouché d'un point de vue policier ou d'un point de vue judiciaire, tout simplement parce que les autorités n'en sont pas informées. Donc, en tant que citoyen, il ne faut pas se résigner, et il faut parler, que ce soit à des services de police, des services de la justice, mais aussi éventuellement à des associations ou à des journalistes pour révéler les faits. Et auriez-vous une œuvre à recommander, un film, un livre, une œuvre d'art, en fait une œuvre au sens large du terme pour continuer à s'informer, se former sur ces questions-là? J'aime beaucoup l'œuvre de James Ellroy, pour prendre un peu de distance, mais rester quand même dans la thématique de la corruption. Donc l'œuvre de James Ellroy autour de la démocratie américaine et la trilogie Underworld USA, qui aborde notamment les liens, alors c'est pas évidemment les intrigues principales des romans, mais on y voit en toile de fond les liens qui peuvent avoir existé entre la mafia et les institutions américaines. Et évidemment, c'est une histoire sur plusieurs décennies. Je pense que c'est intéressant, tout en gardant une certaine distance vis-à-vis de notre époque et de notre pays. De manière plus légère, je conseille aussi, et ce sera peut-être un peu iconoclaste, mais un dessin animé qui est celui qui s'appelle Zootopia. Alors, Zootopia, c'est une affaire de fraude fiscale, mais c'est surtout une affaire de corruption politique exceptionnelle. Et on peut suivre les aventures de cette petite lapine policière qui remonte et qui démêle les échevaux de cette corruption politique à l'occasion de ce dessin animé qui est très amusant en plus. Merci beaucoup. Autant le premier, je connaissais l'auteur, autant le deuxième, je ne connaissais pas du tout. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps d'échanger avec moi sur ces questions, de nous avoir apporté un éclairage sur votre travail et sur comment fonctionne la corruption en France. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous au podcast et surtout partagez-le avec vos amis, votre famille, vos collègues. Et si vous pouviez me laisser un avis 5 étoiles, que ce soit sur Apple Podcast ou sur Spotify, cela permettra à d'autres de découvrir le podcast et de nous rejoindre au pays des possibles. Si vous souhaitez me contacter ou si vous voulez me suggérer des invités, n'hésitez pas, envoyez-moi un email, l'adresse est indiquée dans la description de l'épisode. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.